Bonjour à tous, nous sommes mardi 11 juin, le mardi qui suit le lundi de Pentecôte. Enfin, je ne sais pas si c'était Pentecôte ou si c'était Toussaint, parce que compte tenu du temps que nous avons eu. Bref, je voudrais juste faire une petite boutade sur les élections il y a 15 jours. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais bon, je vais essayer de limiter à 30 minutes. Simplement, lors des élections européennes, il y avait des élections municipales à Barcelone. Et Emmanuel Valls, qui avait tout perdu en France, s'est présenté à Barcelone. Il a fini 4e à 12%. Maintenant, le problème, c'est que j'ai peur que Valls revienne en France et qu'il aille faire un petit peu de lèche à Macron et qu'il se représente quelque part. Il fait aller, retour, aller, retour. Bref, c'était le petit sourire. Passons aux choses sérieuses. La pauvreté. Vous allez voir, tout ce... Oh, franchement, j'ai encore eu des nouvelles aujourd'hui. Tout va se suivre, c'est incroyable. J'avais lu il y a quelques jours que l'Observatoire des inégalités vient de rendre public un rapport démontrant que la pauvreté en France est alimentée par une précarité de l'emploi croissante. La France, qui subit les inégalités, est d'abord celle des flexibles au travail, explique Louis Morin, le directeur de l'Observatoire. C'est un rapport qui est publié tous les 2 ans. 1 million de personnes exercent un emploi, mais disposant malgré tout d'un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté établi par l'Observatoire à 50% du revenu médian, soit 855 € par mois pour une personne seule. Donc, ils travaillent, ils ne sont pas chômeurs, mais 850 € par mois, on ne va pas bien loin, et pour se loger, c'est une autre histoire. Il faut savoir que le taux de précarité des travailleurs était de 13,6% en 2017. Il n'était qu'à 10 ans plus tôt, selon l'Observatoire, pour qui cette progression est donc inquiétante, évidemment. Alors, vous allez voir, il y a urgence de parler des urgences, mais je fais un tout petit préambule. Le 26 mai dernier, c'était la fête des mères, nous préparions les élections, et le 27, il y avait la journée nationale de la résistance. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il vient nous raconter ? Mais le 27 mai, la date anniversaire de la création du Conseil national de la résistance, le CNR, fondé par Jean Moulin. Cet organisme organisa la résistance contre le régime de Pétain et rédigea les Jours heureux, un programme d'après-guerre ambitieux qui instaurait les piliers de notre modèle social. Et oui, juste après la libération en juin 1944, le CNR profita d'une large coalition politique autour du Parti communiste et de la faiblesse du patronat français, largement empêtré dans des procès pour collaboration avec le régime de Pétain, avec les Allemands. Bon, c'était jamais évident de mener sa barque. Hein. Bon. Et en quelques mois, ils ont construit un modèle social exemplaire et unique au monde. Nationalisation des services régaliens, comme la SNCF, instauration d'une sécurité sociale universelle, l'assurance chômage, la retraite par répartition, l'indépendance de la presse. Ils réussirent l'exploit, dans une France ruinée, de financer tout ceci sans toucher au salaire net des travailleurs, mais en soustrayant une large partie de la valeur ajoutée à la rente du capital, via les cotisations sociales, partie intégrante de notre salaire, gérées par des caisses indépendantes. Aujourd'hui, il y a encore un quart du produit intérieur brut français qui échappe totalement à la spéculation et aux dividendes et qui nous permet, entre autres, de financer l'un des meilleurs d'un meilleur système de santé au monde. Enfin, il l'était. Et justement, on va en venir, il ne l'est plus. Depuis, bien entendu, les grands patrons, les lobbies libéraux n'ont eu cesse de s'attaquer à ces acquis sociaux pour remettre la main sur ces poules aux œufs d'or, les services publics, le service de la santé, et si on pouvait tout privatiser. Et donc, effectivement, Emmanuel Macron est le digne héritier de cette cabale idéologique contre l'intérêt général et donne les derniers coups de butoir contre ce qu'il reste de notre modèle social. On a fait la fin de l'impôt sur la fortune, on privatise le rail, on privatise les barrages, c'est l'austérité à l'hôpital et aux urgences, on va en parler, la baisse des aides sociales, et puis on a attaqué tout ce qui était négociation collective et code du travail.
Il est pourtant de notre devoir de défendre, tous ensemble, de gauche, de droite, l'héritage inestimable que constitue notre modèle social contre le projet d'Emmanuel Macron qui instaure la précarité au plus grand nombre au profit d'une caste de rentiers, de nantis. Nous sommes d'accord? Alors, moi je m'étais aperçu, mais on préparait les élections, donc je ne pouvais pas vous parler de ça parce qu'il y avait trop d'actualité. J'avais déjà noté ça tout de suite début juin. Aux urgences de Lons-le-Saunier, 70% du personnel est en arrêt maladie, épuisé. Pour assurer la continuité des soins, les autorités réquisitionnent le personnel médical avec l'appui des forces de l'ordre pour le week-end à l'époque de l'Ascension. Vous vous rendez compte? Vous êtes en arrêt, on vient vous chercher avec des gendarmes pour vous emmener au boulot. Il faut le croire pour le voir, il faut plutôt le voir pour le croire, nous disait un jeune médecin interne le jeudi 30 mai, vous voyez. En revenant d'une garde aux urgences de Lons-le-Saunier, les patients s'entassent dans les couloirs, des enfants avec leurs plaies aux doigts, des papis venus de la maison de retraite et qui ont du mal à respirer, des cinquantenaires avec une douleur thoracique, donc possiblement un infarctus, et tout ce petit monde cohabite des heures et se demande quand ils verront le médecin. Le personnel est à bout de souffle, vraiment, ils ont les yeux rouges et sont à deux doigts de craquer de nouveau. Ils tiennent à peine debout. Certains membres du personnel ont été emmenés par la police. Eh oui. Comment dire? Il y a quelques jours, lundi 3 juin, hôpital de Montauban, un appel à la grève lancé par 3 syndicats. Il s'agit de protester contre le manque de moyens humains pour pouvoir soigner correctement les patients. Les grévistes réclament l'embauche de 16 infirmiers, 6 ambulanciers et 6 aides-soignants. Près de 80% du personnel soignant des urgences serait en grève. Un mouvement bien entendu soutenu par les médecins. Les urgences sont très sollicitées par les patients, notamment en raison du manque de généralistes dans le département. Il n'y a pas d'argent pour financer de nouveaux postes. La direction de l'hôpital de Montauban explique que les financements actuels des services des urgences sont basés sur des données datant de plusieurs années et ne reflètent plus l'activité actuelle des urgences. On est passé de 32 000 passages en 2013 à 40 000 par an en 2018. Il y a 113 passages aux urgences par jour depuis 2019. La direction ne s'oppose pas aux agents et comprend leurs revendications, mais elle n'est pas à l'heure actuelle en capacité de financer ces créations de postes du fait des crédits alloués par l'assurance maladie. Compliqué. Alors, on en reparle de ce problème, mais ce qui est compliqué à expliquer, c'est le financement. Le financement qui manque dans tous les hôpitaux. Alors, il y a une double crise, je vais vous dire. Vous avez des gens quand même qui font 12 heures de travail, 15 heures de travail, qui ont un seul jour de repos et qui travaillent 6 ou 7 jours d'affilée. Bon. Mais en fin de compte, ça se décompose de deux choses. C'est une double crise. Il y a une crise de la médecine de ville, car il n'y a plus de médecins disponibles. Les médecins qui partent à la retraite, vous le savez bien, ne sont pas remplacés. Et je ne parle pas des spécialistes. Quand il faut 6 mois pour avoir rendez-vous, un an pour un ophtalmo, c'est de la folie. Pour la France, c'est de la folie. Les médecins retraités ne sont pas remplacés. Tout cela à cause déjà du fameux numerus clausus, où on limitait volontairement le nombre de médecins. Ce qui fait qu'il manque des médecins et qu'on va les chercher au Maghreb, en Afrique ou dans les pays de l'Est. C'est un truc de fou, parce qu'eux aussi ont besoin de leurs médecins. Mais bon, je ne comprends pas. Donc, il n'y a pas assez de médecins. Que font les gens? Ils vont aux urgences. C'est gratuit en plus. Donc, vous avez toute une faune de personnes qui y vont parce que le petit, il a un petit bobo de rien du tout. On va aux urgences. Ma foi, on ne paye pas aux urgences. En plus, c'est intéressant. Donc, il y a une crise au sein de l'hôpital car il y a un objectif de rentabilité en diminuant le nombre de lits dans les services. On diminue. Donc, les gens sont bloqués plus de 24 heures aux urgences, car il n'y a plus de lits disponibles dans les services. Parfois, on part les opérer et on les ramène aux urgences parce qu'on ne peut pas les laisser dans les services. Il n'y a pas de lit. Donc, les malades se trouvent des heures et des heures bloqués sur des brancards dans les couloirs. Donc, vraiment une triste constatation de ce qu'est devenu le service public. Mais pourquoi? Et là, on dit bien. Ce matin,
je suis tombé sur les GOP, les grandes orientations politiques et économiques. Car toutes les grandes décisions de notre politique économique et sociale sont directement dictées par les recommandations de la Commission européenne, grandes orientations des politiques économiques, que l'Institut technocratique bruxelloise publie normalement chaque année à la mi-mai. Mais attendez voir. L'astuce, et ils sont vicieux ces gens. Normalement, la Commission européenne elle vient de publier ce 5 juin la mise à jour de ces fameuses recommandations. Mais elle n'a pas voulu prendre de risque, car d'habitude, toutes ces recommandations, ces GOP chaque année, sont publiées autour du 20 mai. Et là, on les a publiées après les élections européennes. De la même façon, la suppression des 1000 postes à General Electric Belfort, Alstom, où les sanctions futures contre l'Italie ont été annoncées après les élections, pour que les gens continuent à voter Macron, vous voyez, et n'aillent pas voter un autre parti, d'autres partis. Le gouvernement français n'est pas libre de ses choix. Les GOP se trouvent bien dans le programme national de réforme et sont donc bien la feuille de route économique et sociale du gouvernement français. Le gouvernement reprend la demande de la Commission, donc il a les mains liées. Regardez, quelques exemples. Le 13 juillet 2018, le Conseil recommande à la France de veiller à ce que le taux de croissance nominale des dépenses publiques primaires nettes ne dépasse pas 1,4 en 2019. Il trouve que les efforts d'assainissement des finances publiques n'ont que modérément réduit le ratio des dépenses publiques, qui, à 56% en 2018, demeure le plus élevé de l'Union européenne. C'est nous qui avons, sur toute l'Europe, le plus de dépenses publiques. Et Bruxelles nous fait la chasse pour qu'on réduise. On nous reproche, les dépenses de santé n'ont cessé d'augmenter au fil des ans. Les dépenses totales ont été estimées à 11,5% du PIB en 2017, soit encore le niveau le plus élevé parmi les pays de l'Union européenne. Les pays de l'Union européenne qui sont membres de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique. On est au top des dépenses. Donc, une nouvelle réforme du système de santé a été annoncée à l'automne 2018 et un projet de loi présenté le 13 février 2019. On nous dit bien, cette réforme ne pourra réussir que si un cadre juridique et organisationnel clair crée les bonnes incitations promouvant la collaboration entre les acteurs publics et privés. Voilà, il faut mettre ça en place. Donc le service public, il n'y en a plus. On nous demande de réformer le système de retraite pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite. Ouais, les régimes des fonctionnaires. Hop là. On veut favoriser l'intégration de tous les demandeurs d'emploi sur le marché. Travail obligatoire. Le Pôle emploi, on licencie le personnel du Pôle emploi et, on vous oblige à prendre le premier boulot disponible pour vous radier des listes. Vous comprenez maintenant ? Comment dire ? Tiens, je vais revenir à une chose très importante aussi qui a suscité mon engagement politique. Le gouvernement a annoncé sa volonté de privatiser 150 barrages hydroélectriques en France, en dépit d'un caractère quand même hautement stratégique. Il répond encore à la volonté de la Commission qui s'est jurée de faire chuter ce monopole d'État contraire au dogme de la concurrence libre et non faussée. Vous avez aimé les aéroports de Paris, les autoroutes, Engie, allez, c'est parti, on continue. Ça fait 10 ans qu'ils font pression, la Commission européenne, pour démanteler la gestion publique de l'énergie hydroélectrique. Bruxelles enrage de la position d'EDF, qui, par sa qualité d'acteur public de l'énergie, détient et gère 85% du parc hydraulique, soit près de 2300 barrages en France. Des années que cette commission aimerait voir tomber ce monopole d'État aux allures insupportables de vestige. Allez, c'est un vestige marxiste, communiste, en plein cœur de l'Europe de marché, ça ne plaît pas. Alors certes, pour l'instant, on ne peut pas privatiser les centrales nucléaires, car c'est des activités d'importance vitale de la nation. Donc, ils se sont rapportés sur la deuxième source française de production d'énergie, à savoir les barrages. Comment dire ? Ce réseau a été construit, et là aussi j'y reviens, au lendemain de la guerre, pour bâtir l'indépendance énergétique de la France.
et reste encore aujourd'hui un élément primordial dans l'équilibre de nos approvisionnements. Il y a un mix entre le nucléaire, l'hydraulique et d'autres. Cette énergie a l'avantage d'être mobilisable à tout instant. On ouvre, on ferme les vannes et on produit de l'électricité ou on n'en produit pas. Donc ça s'adapte aux évolutions de la consommation d'énergie. Rien n'est plus simple de réguler la production d'électricité que d'ouvrir et de fermer les vannes, effectivement. Se défaire de leur gestion serait donc renoncer à cette capacité de lisser la production électrique en cas de pic ou de pénurie d'énergie. Que feraient des acteurs privés s'ils venaient à détenir et à contrôler de telles infrastructures? D'autant que l'électricité produite par les centrales hydroélectriques est aujourd'hui la moins chère de France. Ça revient 20 à 30 euros pour le mégawatt-heure, contre 35 à 46 pour le nucléaire. Un opérateur privé pourrait facilement maintenir les vannes du barrage fermées et attendre un pic de consommation, qu'on soit au bord de la pénurie. Et là, il pourrait faire monter les prix en disant « Ah, j'ouvre, mais c'est tant du mégawatt-heure ». Rien sur le plan juridique, s'il y a une gestion privée, n'empêche de laisser les vannes fermées en attendant que les prix montent. Pour se donner une idée du type de chantage financier que peuvent exercer des acteurs privés dans de telles conditions, il suffit de se rappeler l'épisode, il y a quelques années, entre General Electric et EDF. Après avoir acheté Alstom en 2016, l'entreprise américaine avait organisé une grève de maintenance pour obtenir d'EDF des conditions de gestion plus avantageuses. Et donc, après une centaine d'incidents, la direction d'EDF avait fini de céder et a donné gain de cause aux Américains. Ils ont accepté de payer plus cher. Donc, vous vous rendez compte le pouvoir que donnerait le contrôle de ces barrages quand on sait que ces réserves d'eau servent aussi pour refroidir les centrales nucléaires. Donc, vous voyez, hein, on est vraiment tenu par des parties basses de notre anatomie. Et puis, quand même, il y a un aspect économique, stratégique, et puis les barrages remplissent également un certain nombre de fonctions utiles pour la société. Ils servent de base de loisirs, comme dans le lac de Serponçon, de réserve d'eau potable pour les villes, ou de retenue d'eau pour l'agriculture. Est-ce qu'un opérateur privé va être enclin à libérer de l'eau gratuitement pour satisfaire aux besoins de la communauté sans contrepartie? Va-t-il accepter de lâcher de l'eau parce qu'on est en sécheresse et qu'il faut de l'eau pour les agriculteurs ou pour alimenter le réseau urbain d'eau potable de nos villes, de nos communautés urbaines? Mais franchement, c'est Bruxelles qui pousse à cette privatisation et il est dans son rôle d'aiguillon pour des politiques néolibérales, pour une soi-disant concurrence prétendument libre et non faussée, mais en fin de compte, tout est fait pour générer du business. Mais on peut se poser l'empressement du gouvernement à satisfaire à cette exigence de Bruxelles, parce que c'est quand même très incompréhensible d'aller comme ça contre l'intérêt général et contre notre intérêt financier et pécunier. J'ai l'impression qu'il y a encore un énième cadeau sans contrepartie que notre communauté nationale distribue aux intérêts privés. Eux feront du fric. Que dis-je ? Donc vous avez compris, tout vient de la Commission de Bruxelles qui donne des grandes orientations et nos gouvernements sont maintenus, sont coincés et doivent les observer. Et si les ratios, les chiffres ne correspondaient pas, ils ont des pénalités à payer qui sont en millions d'euros. Je vais parler d'une grosse question aussi, qui est dans la suite logique, désindustrialisation de la France. On nous annonce des plans sociaux de licenciement ces derniers jours dans l'industrie. La France aujourd'hui est l'un des pays les moins industrialisés d'Europe. Une situation largement due évidemment au choix politique
de nos dirigeants depuis 30 ans. C'est classique après les élections, hein. Surtout pas avant pour ne pas influencer le résultat, mais nous avons plein d'annonces une fois que les élections européennes sont passées. Dès le 28 mai, le surlendemain des résultats, l'américain General Electric annonçait la suppression de 1044 postes en France. Pourtant, je rappellerai qu'au moment de la reprise d'Alstom, le géant américain s'était pourtant engagé à conserver les emplois de la branche énergie et à créer au moins 1000 postes pendant 3 ans, sous peine d'indemnité. L'accord de reprise qui prenait fin au début de l'année, les 3 ans se sont écoulés, a donc en partie libéré General Electric de ses obligations et il s'est empressé d'annoncer les emplois supprimés. Le même jour, le repreneur de l'usine Whirlpool à Amiens annonçait le placement du site en redressement judiciaire, mettant en péril le travail de 167 personnes. On peut rajouter à cette triste liste la situation très très incertaine des salariés de l'usine Ascoval. On a encore annoncé la fermeture de l'usine Ford, je crois 700 à 800 salariés. On ne compte plus, ces dernières années, les annonces et les plans de licenciement dans le secteur de l'industrie. La France est d'ailleurs l'un des pays européens où l'activité industrielle est la plus faible. Le secteur industriel de la France est descendu à 11% de son activité économique, contre 15% en Italie et 25% en Allemagne. Vous vous rendez compte ? En réalité, la France se place même en queue de peloton européen, puisque seuls Chypre, la Grèce et Malte font pire en matière de production industrielle. Vous vous rendez compte ? Tous ces emplois perdus, toutes ces cotisations, toute cette valeur ajoutée, ce sont tous les produits que nous achetons à l'étranger et qui font pencher notre balance. Et après, on vient nous dire « Ah oui, mais les ratios ne sont pas bons. » Bah oui, bien sûr. Comment l'impuissance de l'État en matière de stratégie industrielle est descendue si bas? Avant, on avait ce qu'on appelle des plans. On avait ce qu'on appelle les grands plans industriels de Pompidou. Et on a tiré un trait sur ces outils, sur l'action publique, sur le plan, le crédit national, le soutien aux industries par la commande publique. Ainsi, entre 1980 et 2007, l'industrie française a perdu plus de 2 millions d'emplois sans jamais que l'on ne remette en cause la stratégie adoptée au sommet de l'État. Comment dire ? Certains estiment que l'État devrait jouer un rôle de stratège afin de soutenir les secteurs stratégiques de l'économie. L'État, effectivement, n'a pas vocation à construire des usines, mais il peut néanmoins intervenir pour s'assurer que des pans entiers de l'économie ne soient pas détruits par le système du marché libéral, un certain cynisme qui fait fermer nos usines pour aller produire beaucoup moins cher à l'étranger. Rappelez-vous, les reprises, les rachats d'entreprises passées sous pavillon étranger, toutes découpées avant d'être vendues, suivant les logiques d'une économie financiarisée. Rappelez-vous, Alstom, Alcatel, qui est repris par Nokia, qui a été repris par les Américains. Enfin bon, des boîtes comme Alcatel, franchement. Bon. Dans le domaine de l'industrie automobile ou dans la transition écologique, l'implication de l'État peut être nécessaire pour permettre la reconversion des travailleurs, en leur offrant la possibilité de se former, de monter en compétences pour accompagner la transformation. Effectivement, il y a des nouvelles demandes au niveau de l'économie, mais nous, on subit. Hélas, au nom de la lutte contre les déficits, du respect de la concurrence libre et non faussée, imposée par les institutions européennes, la France s'est retrouvée très dépourvue dans un environnement de compétition mondialisé. Pourtant, la France ne fait pas marche arrière et continue à liquider son industrie. Maintenant, on s'attaque aux services publics que les gouvernements successifs n'ont cessé de remettre en cause au nom du respect, de la rigueur budgétaire et de la passion pour la privatisation. Et oui, que voulez-vous ? Je vais revenir
Oui, je voulais vous parler encore des chômeurs. Auchan, il y a quelques semaines, Auchan avait quand même touché 500 millions d'euros en CICE. Auchan souhaite fermer 21 sites non rentables. Déjà en mars, la direction du groupe avait pourtant assuré qu'aucun plan de réduction d'effectifs, notamment en France, n'était programmé. Fin avril, nouvelle annonce. On s'aperçoit qu'on a été berné. C'est près de 800 salariés demain qui vont être dans de grandes difficultés d'ordre psychologique, social, financier. C'est une vraie catastrophe sociale. Une enseigne qui, malgré ce qu'elle dit, dégage des bénéfices, qui a touché donc au niveau du groupe 500 millions d'euros de CICE pour les hypermarchés, c'est de l'argent public. Et c'est un vrai scandale financier parce qu'à l'origine, le CICE était justement fait pour maintenir l'emploi. Donc on a un gros doute pour retrouver des repreneurs pour 21 magasins. Et il semblerait qu'il y ait encore 100 foyers de pertes. 100 foyers de magasins qui ont des problèmes. Et puis le 15 mai, on apprenait qu'Auchan Retail a annoncé la cession de sa filiale italienne à un groupe italien coopératif de distribution qui reprend la totalité de ses activités en Italie. Donc 1600 magasins. Oui, eh bien écoutez, ça fait mal. Ça fait mal. Qui dit supermarché dit approvisionnement en fruits et légumes. Alors, j'en ai déjà parlé, mais on nous a menés en bateau. Vous savez, il y avait un train qui relie Perpignan au marché de Rungis. Journellement, fruits et légumes, les primeurs, sont acheminés en liaison ferroviaire. Et cette ligne ferroviaire a déjà bénéficié d'un sursis qui devait initialement être interrompu fin juin. Et si le train quotidien s'arrête, il doit être remplacé par des camions. Or, la présidente de la région ne souhaite pas avoir 22 000 camions supplémentaires par an sur l'autoroute A9. Complètement inacceptable. Donc, la fermeture n'est pas encore entérinée, mais c'est pas clair. Ils nous traînent en longueur pour nous mettre devant le fait accompli. Je rappelle quand même qu'il y a 400 000 tonnes de fruits et légumes chaque année qui sont transportés. Et puis, une petite boutade pour terminer. Vous savez, quand on parlait du Brexit, on vous disait que les Anglais regrettaient le Brexit et qu'ils souhaitaient revoter. On nous a fait un cirque il y a 2-3 mois pour nous faire croire que même ceux qui voulaient partir, qui ont voté pour partir, voulaient rester. Et que c'était l'intérêt de nous de voter pour l'Europe. Hein. Et oui. Eh ben, c'est bizarre parce que la campagne des Européennes, qui a été menée sur une période assez courte en Angleterre, dans le Royaume-Uni, c'est de nouveau focalisé sur la sortie de l'Union européenne. Et puis, Nigel Farage, qui avait créé un parti en janvier, il avait quitté son précédent parti, l'UKIP, pour fonder le Brexit Party. Donc, il a créé un nouveau parti. Et ce jeune parti-là, qui a 4 mois, l'emporte avec 31,6% des voix et 29 sièges. Balaye les conservateurs au pouvoir et l'opposition travailliste, qui obtiennent respectivement 8,7 et 14% des votes, avec une abstention de 63%. Il fait le double du deuxième. Et après, on vient nous dire, oui, mais les Anglais, ils ont réfléchi, ils ne veulent pas quitter l'Europe. Ah, ouais, bon. Donc, vous ne croyez pas qu'on nous raconte des bobards? J'en ai plein à vous raconter. Mais bon, on va s'arrêter là, 29 minutes. Bon, je sais que c'était ardu, c'était pas réjouissant. Mais voilà, tout est dicté par Bruxelles. Voilà. Donc, on a beau vous promettre des tas de choses. Alors, moi, je pense à toutes les personnes qui ont voté Macron. Et bien, quand vous serez aux urgences, en train de perdre votre sang ou de vous pisser dessus, parce que ça fait 4 heures que vous attendez qu'il n'y a pas d'infirmière disponible pour vous passer le bassin ou vous aider à aller aux toilettes parce que vous marchez péniblement, et bien vous penserez que vous avez voté Macron et que Macron est en train d'organiser
la dissolution du service public. Voilà, donc ça sera bientôt comme aux États-Unis. Avant de vous demander votre carte vitale, on vous demandera votre carte bancaire, le plafond, et puis les opérations, c'est 5 à 10 000 euros quand c'est pas 20 000. Voilà, bon courage. Parce que, en fin de compte, même si vous êtes aisé, même si vous avez un petit peu les moyens, que vous avez une bonne retraite, de bons revenus, que vous êtes à 4 ou 5 000 euros par mois, quand on est hospitalisé, les journées d'hospitalisation, ça passe très vite, ça coûte cher. Donc, puis quand on part aux urgences parce que c'est pas prévu, on se retrouve pauvre et riche dans le même service à poireauter pendant 10 heures. Donc voilà. La prochaine fois, réfléchissez quand vous aurez une envie pressante d'aller au petit coin ou autre. Allez, réfléchissez bien et puis je reviens d'ici 2-3 jours. Allez. Merci beaucoup en tous les cas. Merci pour tous les commentaires. Souvent des commentaires approfondis, qui vont dans le détail. Alors évidemment, j'essaye de faire preuve de vulgariser les informations économiques, l'histoire, etc. Alors, je n'ai pas la prétention de tout connaître déjà. J'essaye d'expliquer au mieux en fonction de mes faibles moyens. Mais bon, voilà. Et simplement pour apporter un éclairage différent de ce qu'on entend du discours officiel. Et voilà, c'est le but. Après, il y a certaines personnes qui en savent certainement plus que moi, qui sont derrière leur ordinateur. Alors, pour eux, peut-être, je leur parais un tout petit peu léger parce qu'ils disent « Ah, mais il a oublié ça, il y a ci, il y a ça. » Oui, je ne peux pas rentrer dans le détail non plus, c'est déjà suffisamment barbant. Je pense qu'il y a des personnes qui regardent peut-être 5 ou 10 minutes la vidéo, qui disent « Oh, ça me saoule, ce qu'il me raconte, le brave monsieur. » Donc, vous voyez, c'est pas évident de trouver un équilibre, d'être intéressant, de sortir quand même des choses importantes, pour pas trop se faire avoir non plus par nos gouvernants. Donc voilà, alors j'espère avoir un juste milieu, en apprendre suffisamment à ceux qui n'ont pas les éléments pour se faire une idée, et puis les autres, voilà quoi, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Bon allez, on va continuer en attendant. Allez, je vous remercie infiniment. Allez, à très bientôt, au revoir.